Les gouttes de pluie martelaient le trottoir, mais Julien ne sentait rien. Son monde s'était écroulé en un instant, comme si une main invisible avait arraché les fondations de sa vie. 10 ans, et ils m'ont jeté comme un étranger, murmura-t-il, la voix brisée, tenant une boîte en carton qui semblait peser une tonne. Paris, automne 2025. La ville, avec ses rues luisantes et ses lumières vacillantes, semblait indifférente à la tempête intérieure de Julien. À 38 ans, il avait gravi les échelons dans une grande maison d'édition parisienne, l'Éclat littéraire, où il dirigeait le département des traductions. Son bureau, au 5e étage, donnait sur la Seine, et chaque matin, il s'y sentait chez lui. Mais ce matin-là, tout avait changé. Un courriel laconique du directeur des ressources humaines, M. Lefebvre, l'avait convoqué à 9 heures. Discussion importante, disait le message. Julien n'avait pas pressenti le coup de poignard qui l'attendait. Dans la salle de réunion, Lefebvre, un homme sec aux lunettes cerclées d'acier, n'avait pas pris la peine de le regarder dans les yeux. « Julien, nous devons nous séparer de vous. Votre style de vie ne correspond pas aux valeurs de l'entreprise. » Les mots avaient claqué comme un fouet. Julien, abasourdi, avait tenté de protester. « Mon style de vie ? J'ai donné 10 ans à cette maison, j'ai traduit des best-sellers, j'ai formé des équipes. » Mais Lefebvre avait levé une main, implacable. « La décision est prise. La réceptionniste vous remettra vos affaires. » En descendant l'ascenseur, Julien s'était senti comme un fantôme. Ses collègues, qu'il considérait presque comme une famille, détournaient le regard. Personne n'avait osé lui parler. À la réception, Héloïse, la jeune femme qui accueillait les visiteurs depuis 5 ans, lui avait tendu une boîte en carton. Mais son regard, contrairement à celui des autres, n'était pas fuyant. « Julien, ce n'est pas juste, » avait-elle murmuré, glissant la boîte dans ses mains. « Ouvre-la quand tu seras seul. » Intrigué, il avait voulu poser une question, mais elle avait secoué la tête, un sourire triste aux lèvres. Dehors, sous la pluie, Julien serrait la boîte contre lui. Que contenait-elle ? Des souvenirs de son bureau ? Une lettre d'excuse ? Ou pire, une moquerie cruelle ? Il n'avait pas le courage de l'ouvrir. Pas encore. Il marcha sans but, les pavés glissant sous ses pas, jusqu'à ce qu'une voix le tire de ses pensées. « Julien ! Attends !» Héloïse, trempée, courait vers lui, son imperméable bleu claquant au vent. « Je ne pouvais pas te laisser partir comme ça. » Julien s'arrêta, perplexe. Héloïse, 35 ans, était une présence lumineuse à l'Éclat littéraire. Toujours souriante, elle avait une manière de mettre les gens à l'aise, même les auteurs les plus capricieux. Mais là, sous la pluie, elle semblait différente, déterminée, presque en colère. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Tu risques ton poste. »« Parce que c'est mal, » répondit-elle, ses yeux brillants de conviction. « Ce qu'ils t'ont fait, c'est inhumain. Tu mérites mieux. » Elle désigna la boîte. « Ouvre-la. S'il te plaît. » Julien hésita, puis, poussé par une curiosité mêlée d'appréhension, souleva le couvercle. À l'intérieur, pas de dossier ni de stylo de bureau. Juste une enveloppe épaisse, scellée, et une petite clé en argent attachée à un ruban rouge. Sur l'enveloppe, une écriture soignée, pour Julien, avec courage. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-il, le cœur battant. Héloïse esquissa un sourire mystérieux. « Quelque chose qui pourrait tout changer. Mais pas ici. Viens, on va chez moi. Tu ne peux pas rester sous cette pluie. » Julien, encore sous le choc, la suivit. Ils traversèrent les rues de Montmartre, où les lumières des cafés scintillaient comme des promesses fragiles. Dans l'appartement d'Héloïse, un petit cocon au dernier étage d'un immeuble haussmannien, l'atmosphère était chaude, loin du froid mordant de l'extérieur. Assis sur un canapé usé mais confortable, Julien ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite, signée par un certain Adrien. Les premières lignes le firent frissonner. « Julien, si tu lis ceci, c'est que l'injustice t'a frappé. Je sais ce que c'est de perdre tout ce qu'on a construit à cause de qui on aime. Cette clé est un début. » La lettre racontait l'histoire d'Adrien, un ancien employé de l'Éclat littéraire, licencié 20 ans plus tôt pour les mêmes raisons. La clé, expliquait-il, ouvrait un local dans le Marais, un espace qu'Adrien avait transformé en refuge pour se rejeter par la société. Un lieu pour recommencer, écrivait-il. Julien releva les yeux, bouleversé. Qui est cet Adrien? Et pourquoi moi? Héloïse s'assit près de lui, une tasse de thé fumante entre les mains. Adrien était mon oncle. Il est mort il y a 2 ans, mais il m'a parlé de toi. Il suivait ton travail, tes traductions. Il disait que tu avais une âme rare. Elle marqua une pause. Il m'a demandé de veiller sur cette clé,
de la donner à quelqu'un qui en aurait besoin. Aujourd'hui, c'est toi. Cette révélation frappa Julien comme un éclair. Un refuge? Une seconde chance? Cela semblait trop beau, presque irréel. Mais la sincérité dans les yeux d'Héloïse le ramena à la réalité. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» demanda-t-il à nouveau, cherchant à comprendre. Héloïse baissa les yeux, jouant nerveusement avec sa tasse. « Parce que je sais ce que c'est de cacher qui on est. » Sa voix trembla légèrement. « Je ne suis pas comme les autres. Pas complètement. Et toi, tu n'as jamais jugé personne. » Julien sentit une chaleur inattendue monter en lui. Héloïse, avec son courage discret, venait de lui offrir plus qu'une boîte ou une clé. Elle lui offrait de l'espoir. Mais alors qu'il s'apprêtait à répondre, un coup à la porte les fit sursauter. Héloïse se leva, méfiante. « Attends ici, » murmura-t-elle avant d'ouvrir. Un homme se tenait là, trempé, un parapluie cassé à la main. « Héloïse, il faut qu'on parle. » C'est à propos de Julien. L'homme, qui se présenta comme Marc, était un ancien collègue de Julien. À 40 ans, il avait les traits fatigués d'un homme qui portait trop de secrets. « Je sais pourquoi ils t'ont viré, » dit-il sans préambule. « Et ce n'est pas juste à cause de toi. Il y a autre chose. Quelque chose de plus gros. » Julien fronça les sourcils. « Quoi ?» Marc jeta un regard nerveux autour de lui. L'éclat littéraire est en train de couler. Ils cherchent des boucs émissaires pour cacher leur magouille financière. Ton licenciement? C'est une diversion. Il tendit à Julien une clé USB. Tout est là-dedans. Des preuves. Mais fais attention. Ils savent que tu as la boîte. Julien sentit son estomac se nouer. La boîte, la clé, les preuves, tout cela prenait une tournure qu'il n'avait pas anticipée. Héloïse, pâle, referma la porte derrière Marc. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle. Julien serra la clé en argent dans sa main. « On va au marais. On ouvre ce refuge. Et ensuite on se bat. » La nuit enveloppait le marais comme un manteau de velours, les ruelles étroites vibrant d'une énergie douce, presque magique. Julien et Héloïse marchaient côte à côte, la clé en argent pesant lourd dans la poche de Julien. Chaque pas semblait amplifier le tumulte de ses pensées. Un refuge, des preuves, une conspiration. Était-ce vraiment sa vie, ou un roman qu'il aurait traduit dans une autre existence? Ils s'arrêtèrent devant un immeuble discret, coincé entre une librairie indépendante et un café aux lumières tamisées. La façade, ornée de vieilles pierres, semblait murmurer des histoires oubliées. Julien sortit la clé, son éclat scintillant sous un réverbère. « C'est ici, » dit Héloïse, consultant une adresse griffonnée sur un bout de papier. La porte, en bois massif, s'ouvrit avec un grincement, révélant un escalier étroit menant à un sous-sol. À l'intérieur, l'espace était surprenant. Des murs peints en blanc, des étagères remplies de livres, des fauteuils dépareillés mais accueillants. Une fresque colorée, représentant des silhouettes dansant sous un arc-en-ciel, ornait le mur du fond. « Le refuge d'Adrien », murmura Héloïse, émue. Il voulait que cet endroit soit un sanctuaire pour ceux qui se sentent rejetés. Julien parcourut la pièce du regard, une étrange chaleur montant en lui. Cet endroit respirait la liberté, une liberté qu'il n'avait jamais pleinement embrassée. Ils s'assirent autour d'une table ronde, la clé USB de Marc posée entre eux comme une bombe à retardement. Julien hésitait. « Si ce que Marc dit est vrai, ouvrir cette clé USB pourrait nous mettre en danger, » dit-il, la gorge serrée. Héloïse posa une main sur la sienne. « On n'a pas le choix. Si l'éclat littéraire cache quelque chose, on doit savoir quoi. Pour toi. Pour Adrien. Pour tous ceux qu'ils ont brisés. » Julien brancha la clé sur un vieil ordinateur qu'ils trouvèrent dans le refuge. Les fichiers s'ouvrirent, révélant des tableurs, des courriels, des contrats. Des chiffres vertigineux, des transferts bancaires vers des comptes offshore, des noms de dirigeants mêlés à des scandales financiers. « Ils ont détourné des fonds publics, » murmura Julien, horrifié. « Des subventions pour la culture, ils ont tout siphonné. » Héloïse, penchée sur l'écran, pointa un courriel. « Regarde. Ton nom apparaît ici. Ils t'ont ciblé exprès. » Le courriel, signé par Lefebvre, détaillait un plan pour neutraliser les éléments perturbateurs. Julien, avec son franc-parler et sa popularité auprès des auteurs, était perçu comme une menace. Son orientation sexuelle n'était qu'un prétexte, une arme pour le discréditer. « Ils m'ont sacrifié pour cacher leurs crimes, » dit-il, la colère montant. Héloïse serra les poings. On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. Le lendemain, Julien et Héloïse décidèrent de contacter une journaliste, Clara, une amie d'Héloïse connue pour ses enquêtes sans compromis. Clara, 42 ans, avait les cheveux courts teints en rouge et une énergie qui intimidait même les plus puissants.
Dans un café discret du 11e arrondissement, elle écouta leur histoire, ses yeux s'illuminant à mesure qu'il lui montrait les preuves. « C'est du lourd, » dit-elle, un sourire carnassier aux lèvres. « Mais il faut être prudent. L'éclat a des connexions. Ils ne se laisseront pas faire. » Clara proposa un plan, publier un article explosif, mais seulement après avoir rassemblé plus de preuves et protégé leurs arrières. Elle connaissait un hacker, Léo, un jeune homme de 25 ans au regard perçant et à l'humour mordant. Léo, qui se définissait comme non-binaire, vivait en marge, dans un petit appartement encombré d'ordinateurs. « Si vous voulez coincer ces salauds, je peux fouiller leur serveur, » dit-elle en pianotant sur un clavier. « Mais ça va prendre du temps. Et du cran. » Julien, encore secoué par la rapidité des événements, sentit une détermination nouvelle naître en lui. « On le fait. » Héloïse hocha la tête, son regard brillant d'une force qu'il ne lui connaissait pas, « pour Adrien, » dit-elle. « Et pour toi. » Les jours suivants furent un tourbillon. Léo pirata les serveurs de l'éclat, découvrant des échanges compromettants entre Lefebvre et un homme d'affaires véreux, M. Dubois, connu pour ses liens avec des politiciens corrompus. Chaque nouvelle découverte renforçait leur résolution, mais aussi leur peur. Des messages anonymes commencèrent à arriver sur le téléphone de Julien. « Laisse tomber, ou tu le regretteras. » Héloïse, elle, trouva sa boîte aux lettres forcées, bien que rien n'ait été volé. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans le refuge, Julien confia à Héloïse une vérité qu'il gardait enfouie depuis des années. « Quand j'étais plus jeune, j'ai cru que je pouvais tout affronter. Être gay, dans une petite ville de province, ce n'était pas facile. Mais à Paris, je pensais avoir trouvé ma place. » Il baissa les yeux. « Et puis, aujourd'hui j'ai l'impression d'être revenu à zéro. » Héloïse l'écouta en silence, puis prit sa main. « Tu n'es pas à zéro. Tu es ici, avec moi, avec ce refuge. Et tu es plus fort que tu ne le crois. » Ces mots, simples mais sincères, touchèrent Julien au plus profond. Pour la première fois depuis son licenciement, il sentit qu'il n'était pas seul. Mais leur moment de répit fut de courte durée. Un bruit sourd résonna à l'entrée du refuge. Quelqu'un frappait à la porte, avec insistance. Léo, qui venait d'arriver, consulta son téléphone. « Merde, on a été repéré. » La porte du refuge vibrait sous les coups. Julien sentit son cœur s'emballer, tandis qu'Héloïse échangeait un regard inquiet avec Léo. « Cachez la clé USB, » chuchota-t-elle. Léo, avec une agilité féline, glissa l'appareil dans une poche secrète de son sac à dos. Julien attrapa la clé en argent, la serrant comme un talisman, et ouvrit la porte, prêt à affronter l'inconnu. Sur le seuil se tenait un homme en costume sombre, la quarantaine, les cheveux plaqués en arrière. « Monsieur Dubois », murmura Héloïse, reconnaissant l'homme d'affaires mentionné dans les courriels. Son sourire était froid, presque reptilien. « Julien, Héloïse et l'autre, » dit-il en jetant un regard dédaigneux à Léo. « Vous jouez à un jeu dangereux. Rendez-moi ce que vous avez volé, et personne ne sera blessé. » Julien sentit la colère monter. « Voler ? C'est vous qui volez. Des subventions, des carrières, des vies. » Dubois éclata d'un rire sec. « Vous êtes naïf. L'éclat littéraire est une machine, et vous n'êtes qu'un rouage cassé. Donnez-moi la clé USB, ou je ferai de votre vie un enfer. » Héloïse s'interposa, sa voix tremblante mais ferme. « Vous ne nous faites pas peur. Ce refuge est plus grand que vous. » Dubois la toisa, puis sortit un téléphone. « Vous avez jusqu'à demain midi. Après ça, vous regretterez d'avoir croisé mon chemin. » Il tourna les talons et disparut dans la nuit. Le refuge, qui avait semblé si accueillant, devint soudain oppressant. Léo pianotait furieusement sur son ordinateur, tentant de sécuriser leurs données. « Ils ont dû tracer mes connexions, » marmonna-t-elle. « Je peux brouiller leurs pistes, mais ça ne tiendra pas éternellement. » Julien, encore sous le choc, s'assit lourdement. « Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas juste leur donner la clé USB. » Clara, arrivée peu après l'incident, secoua la tête. « Non. Si vous cédez, ils gagneront. On doit publier les preuves avant qu'ils ne nous arrêtent. » Elle proposa de contacter un avocat, une femme nommée Sophie, spécialisée dans les scandales d'entreprise. Sophie, 50 ans, avait une réputation de pitbull dans les tribunaux parisiens. Lorsqu'elle arriva au refuge, ses lunettes rondes et son chignon strict contrastaient avec la chaleur de sa voix. « Vous avez de quoi faire tomber un empire, » dit-elle en examinant les fichiers. « Mais il faut agir vite. » Sophie les guida pour organiser les preuves de manière légale, tandis que Clara préparait un article pour un grand journal. Léo, de son côté, renforçait la sécurité du refuge, installant des caméras et un système d'alarme improvisé. Julien et Héloïse, malgré la peur,
commencèrent à transformer le refuge en un véritable lieu de résistance. Ils accrochèrent des affiches, organisèrent des étagères et écrivirent un manifeste inspiré par la lettre d'Adrien. Ce lieu est pour ceux qui refusent de se taire. Mais la menace de Dubois planait comme une ombre. Une nuit, alors que Julien veillait tard dans le refuge, il reçut un appel anonyme. « Abandonne, ou Héloïse paiera le prix. » La voix, déformée, le glaça. Il courut chez Héloïse, frappant à sa porte en pleine nuit. Quand elle ouvrit, échevelée mais saine et sauve, il la serra dans ses bras, incapable de retenir ses larmes. « Ils savent où tu vis, » dit-il, la voix brisée. Héloïse, au lieu de paniquer, lui rendit son étreinte. Alors on se bat ensemble. Le lendemain, ils reçurent une visite inattendue. Marc, l'ancien collègue de Julien, apparut au refuge, l'air hagard. « Je ne peux plus me taire, » dit-il. Il révéla qu'il avait été forcé de témoigner contre Julien sous la pression de Lefebvre. « Ils m'ont menacé de ruiner ma famille. Mais je veux vous aider. » Marc apporta de nouveaux documents, des enregistrements audio de réunions secrètes où Lefebvre et Dubois planifiaient leur fraude. Avec ces nouvelles preuves, l'équipe se sentit plus forte, mais aussi plus exposée. Clara décida de publier un premier article, un teaser, pour attirer l'attention sans révéler toutes leurs cartes. L'article, publié dans Le Monde, fit l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et l'éclat littéraire émit un communiqué niant tout. Mais le mal était fait, le public voulait des réponses. Julien, Héloïse, Léo, Clara et Sophie formaient désormais une famille improbable, unie par un but commun. Le refuge devint un point de ralliement, attirant d'autres victimes de discrimination et de licenciements abusifs. Une jeune femme, Amélie, 28 ans, raconta comment elle avait été poussée à quitter l'éclat après avoir dénoncé du harcèlement. Un homme, Paul, 45 ans, partagea son histoire d'homophobie dans une autre entreprise. Le refuge, autrefois vide, vibrait désormais de voix, de colère et d'espoir. Mais Dubois ne restait pas inactif. Une nuit, le refuge fut vandalisé. Des vitres brisées, des livres déchirés, et un message peint en rouge sur le mur. « Vous êtes fini. » Julien, en découvrant le désastre, sentit une rage nouvelle. « Ils pensent qu'ils peuvent nous briser, » dit-il à Héloïse. Mais ils se trompent. Le refuge, autrefois un havre, ressemblait maintenant à une zone de guerre. Les éclats de verre crissaient sous les pas de Julien, tandis qu'Héloïse ramassait les livres déchirés, ses mains tremblant de colère. « Ils veulent nous faire peur, » dit-elle, la voix rauque. « Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. » Julien, Héloïse, Léo, Clara et Sophie passèrent la matinée à nettoyer, aidés par Amélie et Paul. Chaque livre remis sur une étagère, chaque chaise redressée était un acte de défi. Mais la menace de Dubois pesait lourd. Léo, en analysant les caméras de sécurité, découvrit une silhouette floue, un homme encapuchonné, probablement un homme de main de Dubois. « Il ne plaisante pas, » murmura Théiel. « Il faut qu'on bouge et vite. » Sophie proposa une stratégie audacieuse, organiser une manifestation devant le siège de l'éclat littéraire. « On doit montrer qu'on n'a pas peur, » dit-elle. « Et on doit le faire avant qu'il ne contre-attaque. » Clara, enthousiaste, mobilisa ses contacts dans les médias pour amplifier l'événement. Julien, bien que terrifié à l'idée d'affronter publiquement ses anciens employeurs, accepta. « Pour Adrien, » murmura-t-il, serrant la clé en argent. La manifestation eut lieu un samedi matin, sous un ciel gris chargé de pluie. Des dizaines de personnes se rassemblèrent devant l'immeuble de l'éclat, brandissant des pancartes « Justice pour Julien ». Non à la discrimination. Julien, au centre, sentit son cœur battre à tout rompre. Héloïse, à ses côtés, lui serra la main. « On est ensemble », murmura-t-elle. Clara, micro en main, dénonça les pratiques de l'entreprise, tandis que Sophie distribuait des copies des preuves à la presse. Mais la situation dégénéra rapidement. Des hommes en costume, envoyés par Dubois, tentèrent de disperser la foule. Une bousculade éclata, et Julien se retrouva séparé d'Héloïse. Dans la confusion, il sentit une main agripper son bras. C'était Marc. « Viens avec moi, » dit-il, l'entraînant dans une ruelle. « Ils vont essayer de t'arrêter. » Dans la ruelle, Marc révéla qu'il avait infiltré une réunion secrète de Dubois et Lefebvre. Ils préparent une contre-attaque médiatique. Ils vont salir ton nom, Julien. Ils ont des dossiers sur toi des mensonges, mais ça peut faire mal. Julien, abasourdi, demanda « Pourquoi m'aides-tu maintenant ?» Marc baissa les yeux. « Parce que j'ai été lâche. J'ai une fille et j'ai eu peur pour elle. Mais je ne peux plus vivre avec ce poids. » De retour au refuge, l'équipe se réunit pour élaborer un plan. Clara suggéra de publier toutes les preuves en ligne,
sur une plateforme sécurisée créée par Léo. Si on rend tout public, ils ne pourront plus nous arrêter, dit-elle. Mais Sophie mit en garde, ça pourrait déclencher une tempête juridique. Êtes-vous prêt? Julien, après un long silence, hocha la tête. Je n'ai plus rien à perdre. Cette nuit-là, alors que Léo finalisait la plateforme, Héloïse confia à Julien un secret qu'elle gardait depuis longtemps. Je suis pansexuelle, dit-elle, les joues rouges. Je n'en ai jamais parlé, parce que j'avais peur. Mais te voir te battre, ça m'a donné du courage. Julien, ému, la serra dans ses bras. On se bat pour les mêmes raisons, Héloïse. Pour être libre. La plateforme fut mise en ligne à minuit. Les preuves, courriels, enregistrements, contrats, furent téléchargés par des milliers de personnes en quelques heures. Les réseaux sociaux explosèrent, et l'éclat littéraire devint la cible d'une indignation nationale. Mais Dubois riposta. Le lendemain, un article diffamatoire parut, accusant Julien de fraude et de comportement inapproprié au travail. Les mensonges étaient grossiers, mais ils faisaient mal. Julien, en lisant l'article, sentit le désespoir l'envahir. Héloïse, voyant son visage, le prit par les épaules. Ils mentent parce qu'ils ont peur. On est plus fort qu'eux. Ces mots, comme un phare dans la tempête, ramenèrent Julien à la réalité. Il n'était pas seul. Le refuge devint un symbole. Des gens de toute la France, et même d'ailleurs, envoyaient des messages de soutien. Une jeune transgenre, Camille, 22 ans, arriva un soir, demandant à aider. « J'ai été reniée par ma famille, » dit-elle. « Cet endroit, c'est ma maison maintenant. » Julien, touché, lui confia la gestion des réseaux sociaux du refuge, où elle partageait des histoires de résilience. Mais Dubois n'avait pas dit son dernier mot. Une nuit, un incendie se déclara dans le refuge. Par miracle, personne ne fut blessé, mais les dégâts étaient immenses. En fouillant les décombres, Julien trouva la clé en argent, noircie mais intacte. « C'est un signe, » dit Héloïse, les larmes aux yeux. « On reconstruit. » Les cendres du refuge sentaient la défaite, mais Julien refusait de s'effondrer. La clé en argent, noircie mais intacte, brillait dans sa main comme un défi. « On ne s'arrête pas, » dit-il à Héloïse, dont les yeux rougis reflétaient à la fois la douleur et une détermination farouche. Le lendemain, l'équipe se réunit dans l'appartement de Clara, devenu leur nouveau quartier général. Les murs, couverts de notes et de coupures de presse, vibraient d'une énergie frénétique. Léo, les cernes creusées par des nuits sans sommeil, annonça une nouvelle victoire. « J'ai retrouvé la trace de l'incendiaire. » Une caméra de rue l'a filmé. C'est un homme de Dubois. Sophie, en examinant les images, serra les lèvres. Ça suffit pour une plainte pénale. Mais on doit frapper plus fort. Clara, toujours en mouvement, proposa une idée radicale. Organiser une conférence de presse devant les décombres du refuge. On montre au monde ce qu'ils ont fait. On fait venir les victimes, les soutiens, tout le monde. Julien, bien que terrifié par l'ampleur de l'idée, sentit une étincelle s'allumer en lui. Faisons-le. Pour Adrien. Pour nous tous. La conférence eut lieu sous un ciel plombé, les ruines du refuge en toile de fond. Des dizaines de personnes se pressaient, brandissant des pancartes arc-en-ciel. Julien prit la parole, sa voix tremblante au début, mais gagnant en force. Ils ont brûlé notre refuge, mais ils n'ont pas brûlé notre espoir. Nous sommes ici pour dire « assez ». Assez de discrimination, assez de mensonges, assez d'injustice. La foule applaudit, et Héloïse, à ses côtés, sentit les larmes monter. Camille, derrière une caméra, diffusait l'événement en direct sur les réseaux sociaux. Mais au milieu de la foule, un visage familier attira l'attention de Julien. Lefebvre, le directeur des ressources humaines, se tenait à l'écart, observant. Leurs regards se croisèrent, et Julien sentit une rage froide l'envahir. Il s'approcha, ignorant les mises en garde d'Héloïse. « Pourquoi » demanda-t-il, la voix basse mais tranchante. « Pourquoi moi » Lefebvre, mal à l'aise, murmura « Ce n'était pas personnel, Julien. Juste des affaires. » Puis il disparut dans la foule. Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Les mots de Lefebvre tournaient en boucle dans son esprit. Héloïse, sentant son tourment, resta à ses côtés. « Ce n'était pas ta faute, » dit-elle doucement. « Ils ont peur de toi, parce que tu représentes ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. » Julien la regarda, reconnaissant. « Sans toi, je serais perdu. » La conférence de presse fit l'effet d'un raz-de-marée. Les médias internationaux reprirent l'histoire, et l'éclat littéraire croula sous les critiques. Dubois, acculé, tenta une dernière manœuvre. Il engagea des avocats pour poursuivre Julien en diffamation. Mais Sophie était prête.
Avec les preuves de Léo et les témoignages de Marc, Amélie et Paul, elle construisit un dossier en béton. Pendant ce temps, le refuge renaissait de ses cendres. Grâce à une campagne de financement participatif lancée par Camille, des dons affluèrent. Des artisans locaux offrirent leur aide pour reconstruire, et le refuge rouvrit ses portes, plus grand, plus lumineux. Julien et Héloïse peignirent une nouvelle fresque, un phénix s'élevant des flammes, avec les mots « Nous renaissons ». Mais un nouveau danger surgit. Léo découvrit que Dubois avait engagé un détective privé pour fouiller leur passé. « Il cherche n'importe quoi pour nous discréditer », dit-elle, inquiet. Julien, Héloïse et Clara décidèrent de contre-attaquer en publiant un livre blanc détaillant toutes les malversations de l'éclat. Le document, diffusé gratuitement en ligne, devint viral. Un soir, alors que Julien et Héloïse travaillaient sur le livre blanc, un inconnu frappa à la porte du refuge. C'était une femme, Mathilde, 60 ans, les cheveux argentés et le regard doux. « Je suis une amie d'Adrien, » dit-elle. « Il m'avait parlé de cet endroit. Je veux vous aider. » Mathilde, ancienne éditrice, apporta des contacts précieux dans le monde de l'édition, permettant au livre blanc d'atteindre des cercles influents. Mais la tension montait. Dubois, désespéré, envoya un dernier avertissement, un colis anonyme contenant une photo de Julien et Héloïse, prise à leur insu. Une note accompagnait la photo. « Arrêtez, ou ce sera pire. » Julien, en voyant la photo, sentit la peur l'envahir, mais Héloïse serra sa main. « On ne s'arrête pas. Pas maintenant. » La photo tremblait dans les mains de Julien. Lui et Héloïse, capturés dans un moment d'intimité au refuge, riant ensemble. La menace était claire. Dubois jouait sur la peur, sur l'invasion de leur vie privée. Mais au lieu de céder, Julien sentit une colère nouvelle. « Ils n'ont plus rien à perdre, » dit-il à Héloïse. « Mais nous non plus. » Le refuge, fraîchement reconstruit, était devenu un symbole national. Des journalistes, des activistes et même des politiciens progressistes le visitaient, attirés par l'histoire de résistance. Camille, avec son talent pour les réseaux sociaux, transformait chaque visite en un événement, amplifiant leur message. Mais la menace de Dubois planait toujours, comme une ombre prête à frapper. Sophie, l'avocate, organisa une réunion d'urgence. « Nous devons porter plainte pour intimidation et harcèlement, » dit-elle. « Avec la photo et les preuves de l'incendie, nous pouvons les coincer. » Léo, de son côté, découvrit des courriels prouvant que Dubois avait engagé le détective privé. « Ce type est fini, » dit-elle avec un sourire narquois. « Il a juste oublié de couvrir ses traces. » Clara, infatigable, publia un nouvel article révélant la campagne d'intimidation de Dubois. L'article, accompagné de la photo anonyme, floutée pour protéger Julien et Héloïse, provoqua une vague d'indignation. Des manifestations spontanées éclatèrent devant le siège de l'Éclat littéraire, et même des employés de l'entreprise commencèrent à se retourner contre leurs dirigeants. Marc, qui avait repris contact avec d'anciens collègues, confirma que Lefebvre était sur le point de craquer. « Il veut négocier, » dit-il. « Il sait que c'est fini. » Julien et Héloïse, bien que galvanisés par ces victoires, sentaient le poids de la bataille. Une nuit, seuls dans le refuge, ils partagèrent un moment de vulnérabilité. « J'ai peur, Héloïse, » avoua Julien. « Pas pour moi, mais pour toi, pour Léo, pour Camille. Si quelque chose vous arrivait, Héloïse, les yeux brillants, secoua la tête. On est une famille, Julien. On se protège les uns les autres. » Leur lien, forgé dans l'adversité, s'était transformé en quelque chose de plus profond. Pas une romance, mais une amitié indéfectible, un amour platonicien qui les portait. Héloïse confia à Julien qu'elle avait rencontré quelqu'un, une femme nommée Aurore, qui l'avait encouragée à embrasser pleinement son identité pansexuelle. Julien, ému, lui souhaita tout le bonheur du monde. « Tu mérites quelqu'un qui te voit tel que tu es, » dit-il. Le lendemain, Lefebvre contacta Sophie. Il proposa un marché. Il témoignerait contre Dubois en échange d'une immunité partielle. Sophie, prudente, accepta de négocier, mais insista pour que Julien et Héloïse soient présents. Dans une salle de réunion anonyme, Lefebvre, pâle et nerveux, raconta tout, les fraudes, les pressions, les licenciements ciblés pour détourner l'attention. « J'ai honte, » murmura-t-il. « Mais j'avais peur de Dubois. » Julien, face à l'homme qui avait brisé sa carrière, sentit une étrange pitié. « Vous avez fait un choix, » dit-il. « Mais maintenant, vous pouvez réparer. » Lefebvre hocha la tête, promettant de collaborer. Avec son témoignage, le dossier contre Dubois devint inattaquable. Mais Dubois, acculé, tenta une dernière manœuvre désespérée. Il engagea des avocats pour bloquer la publication du livre blanc,
arguant qu'il contenait des informations confidentielles. Sophie, anticipant cette attaque, avait déjà envoyé des copies à des ONG internationales. « Ils ne peuvent pas arrêter la vérité », dit-elle avec un sourire. Le refuge, désormais un phare d'espoir, accueillait de plus en plus de monde. Des ateliers, des groupes de soutien, des lectures publiques y étaient organisées. Julien, qui avait retrouvé un sens à sa vie, commença à écrire un livre, inspiré par l'histoire d'Adrien et par leur combat. Héloïse, de son côté, lançait une association pour protéger les travailleurs victimes de discrimination. Mais un soir, alors que Julien fermait le refuge, il reçut un message de Dubois lui-même. « Rencontrez-moi. Seul. Minuit, Pont des Arts. » Héloïse, en apprenant cela, insista pour l'accompagner. « Pas question que tu y ailles seul, » dit-elle. Julien, après un moment d'hésitation, accepta. Le Pont des Arts scintillait sous les étoiles, la Seine reflétant les lumières de Paris comme un miroir brisé. Julien et Héloïse, enveloppés dans leurs manteaux, attendaient, le cœur battant. Dubois apparut, seul, son visage marqué par la fatigue et la colère. « Vous pensez avoir gagné, » dit-il, sa voix basse mais venimeuse. « Mais vous ne savez pas à quel point ce monde est impitoyable. » Julien, droit comme un roc, le fixa. « Ce n'est pas une question de gagner. C'est une question de justice. » Dubois ricana, mais son assurance vacillait. « Donnez-moi les preuves, et je vous offre une sortie. Une grosse somme. Une nouvelle vie. » Héloïse, indignée, s'avança. « Vous ne pouvez pas acheter notre silence. » Dubois, sentant qu'il perdait du terrain, changea de ton. « Vous ne comprenez pas. Si je tombe, d'autres tomberont avec moi. Des gens plus puissants que vous ne pouvez l'imaginer. » Mais Julien, porté par une force qu'il ignorait posséder, secoua la tête. « Alors qu'ils tombent tous. » Le lendemain, Sophie déposa une plainte officielle contre Dubois, appuyée par le témoignage de Lefebvre et les preuves de Léo. La police lança une enquête, et Dubois fut arrêté dans la journée. Les médias, galvanisés par Clara, couvrirent l'événement en temps réel. L'éclat littéraire, désormais au bord de la faillite, annonça la démission de son conseil d'administration. Le refuge, pendant ce temps, prospérait. Julien et Héloïse organisèrent une grande fête pour célébrer la réouverture officielle, invitant tous ceux qui les avaient soutenus. Camille, désormais une figure centrale, prononça un discours émouvant sur l'importance de la communauté. « Ce lieu nous a sauvés, » dit-elle, la voix tremblante. « Et maintenant, nous sauvons les autres. » Julien, en regardant la foule, sentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il pensa à Adrien, à la clé en argent, à la boîte qui avait tout déclenché. Héloïse, à ses côtés, lui sourit. « On l'a fait, » murmura-t-elle. Julien hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, ensemble. » Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Le livre de Julien, Le refuge d'Adrien, devint un best-seller, racontant non seulement leur combat, mais aussi les histoires de ceux qui avaient trouvé un foyer dans le refuge. Héloïse, avec Aurore, lança une fondation pour financer des projets similaires dans toute la France. Léo, fidèle à son esprit libre, partit voyager, mais promit de revenir pour pirater les méchants, si besoin. Un soir, alors que Julien fermait le refuge, il trouva une nouvelle boîte en carton devant la porte. À l'intérieur, une lettre, sans signature. « Merci pour ce que vous avez fait. Continuez. » Avec la lettre, une nouvelle clé en argent, identique à celle d'Adrien. Julien sourit, comprenant que le combat n'était jamais vraiment fini, mais que l'espoir, lui, était éternel. 1 an plus tard, le refuge était devenu une institution. Les murs, autrefois noircis par l'incendie, brillaient de nouvelles couleurs, peints par des artistes locaux. Chaque jour, des gens franchissaient la porte, cherchant du soutien, un abri, ou simplement un endroit où être eux-mêmes. Julien, désormais à la tête de l'association avec Héloïse, sentait que sa vie avait trouvé un sens qu'il n'avait jamais anticipé. Un matin, alors qu'il triait des lettres de soutien, Julien reçut une invitation inattendue. Une remise de prix à la Sorbonne pour leur travail en faveur des droits humains. Héloïse, en lisant l'invitation, éclata de rire. On est passé de paria à héros. Qui l'aurait cru? Julien, souriant, pensa à la boîte en carton, à la clé en argent, à Adrien. Lui, il l'aurait cru. La cérémonie fut un moment de triomphe discret. Julien et Héloïse, vêtus simplement, reçurent une standing ovation. Dans son discours, Julien parla d'Adrien, de son rêve d'un monde où personne ne serait rejeté pour ce qu'il est. « Cette boîte inattendue m'a donné plus qu'un refuge, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Elle m'a donné une famille. » Après la cérémonie, Julien et Héloïse marchèrent le long de la Seine,
comme au premier jour. La pluie avait cessé, et Paris scintillait sous un ciel clair. « Tu sais, » dit Héloïse, « je crois qu'on a changé des vies. Mais tu as changé la mienne aussi. » Julien, ému, passa un bras autour de ses épaules. « Pareil pour moi. » Le refuge continua de grandir, devenant un réseau national, puis international. Julien rencontra un homme, Thomas, un libraire de 40 ans au sourire doux, qui devint son partenaire. Héloïse et Aurore se fiancèrent, célébrant leur amour lors d'une fête mémorable au refuge. Camille, Léo, Clara, Sophie, Marc et tous les autres restèrent liés, une famille forgée dans l'adversité. Un soir, en fermant le refuge, Julien posa la nouvelle clé en argent sur une étagère, à côté de celle d'Adrien. Il murmura « Merci ». Dehors, Paris brillait, et dans son cœur, l'espoir brûlait plus fort que jamais.